Bonjour les gars et les filles. En ce 17 mai, pas encore juin. Le 17 juin, vous serez en vacances. Aujourd'hui, c'est le 17 mai, pas encore juin. Alors que essor urbain et commercial 2, le chapitre d'aujourd'hui est divisé en deux parties. On va le faire tout aujourd'hui, mais ce sont comme deux sujets. Un, c'est le grand essor des cathédrales, l'époque des cathédrales, on va les définir, on apprendra à reconnaître les styles principaux des cathédrales. Et la deuxième partie, par contre, on parlera des inconvénients et les gens qui vivaient en ville vivaient à cette époque du Moyen-Âge, dans le bas Moyen-Âge. Alors, premier mot-clé, les cathédrales. Ok. J'ai demandé une fois à un élève, j'ai posé la question à la classe s'il savait quelle était la différence entre une cathédrale et un autre type d'église, une église ordinaire. Et il y a eu un élève qui a dit, monsieur, mais la cathédrale est plus sexy. D'accord. Alors, je ne trouve pas que l'adjectif sexy est adéquat aux cathédrales. D'accord. C'est vrai qu'ils peut-être sont plus décorés, ok, mais on pourrait dire à la limite plus jolis, d'accord. Mais quelle est la différence? Qui le sait? Oui. Plus fort? C'est pour les? Pour les dieux? Non, non. C'est pas dans ce sens. Alors que cathédrale vient du mot latin cathedra, hein, que ça s'écrit comme cathédrale sauf les trois dernières lettres, cathédrale. Cathédrale, c'est le lieu en latin d'où on enseigne, où il y a quelqu'un qui enseigne. D'accord. Moi, par exemple, je suis assis au bureau du prof, c'est la cathédrale. D'accord. Ok. Donc, les cathédrales, on les appelle comme ça parce qu'il y a la cathédrale, c'est-à-dire le siège où l'évêque enseigne. Donc, la cathédrale, c'est l'église de l'évêque, d'accord, qui est, comme nous avons dit, le successeur des apôtres, qui est le grand prêtre à l'intérieur d'un territoire d'administration qui s'appelle le diocèse. C'est ça que s'appelle la cathédrale. C'est l'église la plus importante de toute une diocèse. Ok, le bas Moyen-Âge est l'époque des cathédrales. Et les cathédrales sont un témoignage sublime de la foi chrétienne au Moyen-Âge. Les grands monuments qui célèbrent et qui expriment la foi du peuple de cette époque. Pour que les gens de ces siècles, Dieu est présent dans la vie de toute la société. On invoque toujours Dieu quand on veut faire, quand on veut travailler, quand on veut faire du bien, mais aussi quand on veut faire du mal. D'accord. S'il y a un groupe d'hommes qui sont envoyés par leur Seigneur à kidnapper une fille, avant de le faire, ils vont prier, d'accord, parce qu'ils prient pour tout. Mais les hommes ont le sentiment d'avoir quelque chose à faire pour honorer Dieu. Et la cathédrale, c'est un monument qui s'élève vers le ciel où Dieu réside symboliquement. Dans toutes les religions, le ciel, c'est le symbole de la divinité, l'infini. La cathédrale, c'est un lieu religieux, mais c'est aussi le centre de la vie sociale et des études. Déjà, à l'époque de Charlemagne, il y avait les écoles cathédrales, des lieux d'études, qui maintenant le deviennent de plus en plus. C'était le premier mot-clé. Question? Deuxième partie. Les bâtisseurs. Qui a donc construit les cathédrales? Toute la ville participe à la construction et à la décoration de la cathédrale. Et cela sur plusieurs générations. Car moyennement, la construction d'une cathédrale dure un siècle. Certaines cathédrales, ils sont construites au bout de 2 siècles. Je me souviens quand j'étais à Salamanque, il y a 2 cathédrales. Une
cathédrale romane, plus ancienne, et puis juste à côté, une cathédrale gothique. Et pour construire la première cathédrale, ça leur a pris 2 siècles. Quand ils l'ont fini, il est arrivé un nouveau style architectural. Ils ont commencé l'autre. Encore 2 siècles, toute la ville a collaboré à construire la deuxième cathédrale. Donc, les rois et les évêques ou les seigneurs de la ville donnent l'argent pour acheter le terrain et tout ce qu'il faut acheter. Les marchands, qui sont déjà riches, donnent ce qu'ils possèdent, de la tapisserie, des lampes. Les confréries, donnent ce qu'ils sont capables de faire, les artisans, les tailleurs de pierre, les verriers. Les verriers qui mettaient les verres sur les fenêtres deviendront de plus en plus spécialisés et inventeront à cette époque une nouvelle forme d'art qu'ils appellent, dans les fenêtres, le vitrail, les vitraux, au pluriel, d'accord, le vitrail, d'accord. Et on verra comment les vitrails ont modifié aussi l'architecture des cathédrales. Et puis les pauvres non qualifiés, qu'est-ce qu'ils peuvent donner aux autres? Oui. De l'aide pour construire. Pardon? De l'aide, de la main-d'œuvre, le travail manuel pour construire. Or, il faut dire quand même que la cathédrale est pour la gloire de Dieu, mais c'est aussi pour la gloire, le lustre, le prestige de la ville. Et pendant ces siècles, entre les villes, il se stocke une réelle compétition. Chacun veut manifester que sa ville a la cathédrale la plus grande, la plus belle, la mieux décorée, la plus haute aussi en termes vraiment d'élévation. Donc c'est vraiment un point d'honneur pour toute la ville. On va voir que l'architecture des cathédrales. Bon, une caractéristique commune assez, oui, c'est l'autre mot-clé, architecture. Une caractéristique assez, disons, fréquente, c'est le plan. Le plan a souvent la forme de la croix. D'accord? La cathédrale est un peu, la cathédrale, l'église, c'est un peu comme le corps du Christ sur la croix. Les cathédrales ont de hautes voûtes. Et surtout, à partir du XIe siècle, on commence à faire la voûte, le toit, en pierre. Tous les édifices les plus anciens, vous avez la voûte en bois. D'accord. Ici, par contre, on développe une telle capacité de construction, une construction plus solide, qu'on fait la voûte en pierre. D'accord. Comme on va faire les voûtes, les arcs de la voûte, comme les Romains faisaient leurs arcs. Vous faisiez une structure en bois sur laquelle ils posaient les pierres, et puis les pierres restaient toutes coincées, et ça faisait un arc rond. Donc, le premier style des cathédrales du bas Moyen-Âge est caractérisé par cet élément. Les arcs sont ronds. Regardez la façade de cette église, vous pouvez voir qu'il y a des arcs ronds sur les portes, et puis les arcs ronds, ce demi-cercle devient l'élément décoratif qui se répète tout dans la partie haute de la façade. Or, ce style de cathédrale typique du siècle XI et XII, de 1000 à 1200, avec une certaine approximation, on l'appelle roman. C'est de l'art roman. Quel est le lien avec Rome? La forme des arcs. D'accord? Les Romains, par exemple, dans leur aqueduc, qui existe encore aujourd'hui, qui tient debout après 20-22 siècles, ils avaient des arcs ronds, construits avec ces pierres coincées à forme de demi-cercle qui démontrent une grande solidité. Mais le fait d'avoir une voûte en pierre, ça a beaucoup alourdi toute la structure. Il faut faire de gros murs avec de petites fenêtres. Si tu ouvres beaucoup de fenêtres, toute la structure va se fragiliser. Et donc, quand on rentre dans une cathédrale romane, d'accord, quand on rentre dans une cathédrale romane, on voit
un lieu avec un intérieur frais et sombre, d'accord? Surtout l'été, quand il y a beaucoup de lumière dehors, tu rentres dedans et tu vois à peine, d'accord? Et ceci, ça devient aussi, c'est une, comment dire, une exigence architecturale, mais ça devient aussi un symbole, une expression de spiritualité. Non? Parce que croire en Dieu, il y a toujours une grande dimension de mystère. Dieu est un mystère qu'on ne peut jamais le connaître. On voit à peine quelque chose de cette réalité divine. Non? Donc, on a vraiment l'impression de rentrer dans un mystère fascinant. Alors, retenez cette expression, d'accord? Ce qui caractérise le premier élément pour reconnaître une église romane, l'architecture romane, ce sont des arcs à demi-cercle, qu'on appelle aussi des arcs à plein cintre. Plein cintre, d'accord? Ce sont des arcs bon, petites fenêtres, mieux solides, et ces demi-cercles qui sont l'élément décoratif le plus représenté, le plus présent. À partir du XIIIe siècle, l'architecture évolue. Surtout en France, c'est le style gothique. Gothique, d'accord? Gothique, pas dans le sens que pour certains a pris ce terme, qui se sont ceux habillés en noir, qui font des choses bizarres, d'accord? Gothique en termes d'architecture, d'accord? Or que le gothique, on l'appelle aussi l'art français, parce que c'est en France qui a commencé à se développer. Mais ceux qui continuent à construire selon l'ancienne méthode, de l'ancien style, que nous appelons roman, ils trouvaient que c'était l'art des barbares. Les Goths sont des barbares qu'on appelait gothiques. Donc, en origine, c'était avec une connotation plutôt méprisante. Mais au fil du temps, cette négativité a disparu et gothique aujourd'hui indique ce merveilleux style de construction qui est très présent dans le néo-gothique, est très présent dans notre ville, un peu partout en Amérique du Nord, si vous regardez bien les édifices qui nous entourent. Or, le gothique est né à cause des fenêtres. Je dis tantôt que les Français, les verriers français, développent un nouveau type d'art, les vitraux. Désormais, ils maîtrisent la capacité de faire des verres coloriés, d'accord, de les mettre ensemble sur des structures avec un cadre en fer, et on fait des dessins avec ceci. Et puis, on les met dans les fenêtres de l'église, et ça fait toute une ambiance très particulière qui vraiment emballait, enthousiasmait les gens de l'époque. Parce que tu es rentré dans une église avec beaucoup de vitraux, et la lumière était de toutes les couleurs. Des couleurs changeantes, dépendamment de la position du soleil, à l'aube, à midi, au coucher du soleil. D'accord? Les gens aimaient cet effet-là. Aujourd'hui, nous vivons dans l'époque des images, de la couleur, des écrans partout. Mais allons à cette époque-là. D'accord? Un édifice grand, solide comme une cathédrale, tu rentres et tu es dans cette fantasmagorie des couleurs. Alors qu'on veut en faire des vitraux. Mais pour faire des vitraux, ça prend des fenêtres plus grandes. Si tu ouvres des fenêtres plus grandes, la structure s'affaiblit. Et alors ils ont inventé un nouveau style, qui c'est le style gothique. Le style gothique, comme vous pouvez un peu voir par l'image projetée en ce moment, a des murs plus minces, des fenêtres plus grandes, et aussi c'est plus haut, grâce à des soutiens extérieurs de la structure. Un, c'est le contrefort, d'accord, contrefort. Et l'autre, c'est l'arc boutant. Alors, on va voir si notre image arrive à les représenter. Alors, regardez, les contreforts, ce sont comme des colonnes qui sont à l'extérieur.
qui soutiennent le mur. Les arcs boutants, ce sont comme des bras sur lesquels le mur, dans la partie haute, s'appuie. Grâce à ces supports extérieurs, ils ont pu faire des murs plus minces, de plus grandes fenêtres et aller plus en haut. D'accord? Donc, quand on rentre dans une église, dans une cathédrale gothique, le regard monte tout seul. C'est comme une grande flèche qui t'invite à regarder vers le haut. Les arcs à ogive, parce que les arcs sur la voûte ne sont pas à demi-cercle, mais sont à forme ogivale, comme vous pouvez voir ici. D'accord? Et puis la lumière qui vient d'en haut, c'est grande nef. C'est tout un autre symbolisme par rapport au roman. Si dans le roman tu rentres dans le mystère, ici tu rentres dans un chemin de lumière. D'accord? Donc retenez aussi l'arc ogival. Donc la façon, disons, la plus facile pour reconnaître les romans et les gothiques, ce sont les arcs. La première chose à regarder. Le roman a des arcs à plein cintre. Ici, j'ai un dessin que je vais vous montrer. Le roman a des arcs à plein cintre. Le gothique a des arcs à ogive. Je vais vous confier un petit exercice, libre exercice d'observation. Tout près de notre école, sur la rue Clark, il y a deux églises. Vous savez, il y a l'école Saint-Léon. L'école Saint-Léon se retrouve entre deux églises. Une église anglophone et une église francophone. Or, ces deux églises-là sont une inspirée, les deux sont faites au XXe siècle, sont relativement récentes, ce n'est pas du Moyen-Âge, mais une s'inspire au gothique et l'autre s'inspire au roman. Alors, je vais voir qui me dira laquelle est gothique et laquelle est romane par votre observation après ce que je vous ai dit. Et notre élément, par exemple, gothique, ce sont ces flèches qui décorent les toits vers le haut, les flèches décorées. Question jusqu'ici? Oui, Yasmine. Plus fort? Les arcs boutants, ce sont ces structures extérieures, il faut les regarder dans l'image, parce que de définir, c'est difficile, qui sont comme des colonnes avec un bras qui soutient le mur. Le poids du toit de la voûte, qui est en pierre, au lieu de s'appuyer sur le mur extérieur, s'appuie sur ces arcs qui les tiennent. D'accord? C'est comme une main qui tient un mur qui est en train de tomber. D'accord? En train de... Prochain mot-clé. La vie dans la cathédrale. Ici, voilà la cathédrale de Milan, qui est gothique et flamboyant, tout à fait unique. D'accord? Ok, dans la cathédrale, bien sûr qu'il y a des cérémonies religieuses, des messes, des processions, d'accord? Mais elle a plusieurs fonctions. Par exemple, une cathédrale qui se trouve sur un grand chemin de pèlerinage devient aussi l'abri des pèlerins. Cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, là où les pèlerins arrivent après avoir marché des semaines, des mois. D'accord? Il y a une époque où les pèlerins dormaient dans la cathédrale. D'accord? C'était aussi l'abri. Et puis, le matin, pour enlever tous les odeurs des gens qui avaient enlevé leurs chaussures, que ça sentait mauvais, ils avaient un encensoir, c'est-à-dire un outil pour brûler de l'encens, d'accord, qui était plus haute que la taille d'une personne, d'accord, et au mieux de la nef de la cathédrale, on mettait toute cette fumée de la résine d'encens pour couvrir tous les odeurs. D'accord, une fonction aussi dans la liturgie, mais c'était aussi pour les odeurs. Ok, puis dans la cathédrale, il y avait des pièces de théâtre. Certains procès avaient lieu dans la cathédrale.
Les cathédrales sont richissimes en décoration figurée. D'accord, on fait des décorations figurées. Et tous les fresques de cette époque-là sont rares. Sont arrivés quelque chose, les grandes fresques. Les dessins sont, la plupart se sont perdus. Ce qui est arrivé jusqu'à nous, ce sont les sculptures, des bas-reliefs, des petites sculptures, on les verra dans le diaporama au prochain cours, des petites sculptures qui sortent du mur, qu'on appelle bas-reliefs. Et puis aussi les vitraux du gothique. Or que tout cet ensemble d'art figuré, on l'appelle la Biblia Pauperum. Je vais l'écrire ici. Biblia Qu'est-ce que ça veut dire, Biblia Pauperum? Qui le sait? Biblia, ça veut dire Bible. Et Pauperum, dépaupérisé, qu'est-ce que ça veut dire en français? Hein? Des pauvres. Ça veut dire que la Bible des pauvres. Pourquoi? Parce que les pauvres ne pouvaient pas posséder une Bible qui coûtait trop cher, c'est un manuscrit. D'accord? Les pauvres, même s'ils possédaient une Bible, n'étaient pas capables de la lire. D'accord? Ils étaient analphabètes, la plupart. Donc, la façon pour connaître la Bible, c'était d'observer tous ces dessins qui avaient un peu la fonction de bande dessinée. Puis évidemment, il y avait un guide, quelqu'un qui leur expliquait. Donc, ils connaissaient les textes de la Bible à partir de ces images. Dans ce type d'art figuré, il y a un sujet qui est très présent. D'accord? Le paradis. Le paradis. À l'homme du Moyen-Âge, on indique le paradis. Ce qui compte, c'est l'autre vie. Cette vie, on doit mériter le paradis. D'accord? On en reparlera de ceci. Ou bien l'alternative au paradis. Quelle est l'alternative au paradis? Oui, l'enfer. L'enfer, d'accord? Souvent décrit comme un lieu terrible, incroyable supplice, d'accord? Et puis des anges, des saints, et des événements bibliques, d'accord? Ok, les cathédrales sont aussi les sièges des écoles supérieures. Autour des cathédrales, ou même à l'intérieur des cathédrales, des capilles, se retrouvent les étudiants pour apprendre, pour étudier, pour converser, pour faire leurs cours, leurs leçons. D'accord? Ou dans les cloîtres qui sont autour de la cathédrale. Oui, Charlie. Question? Prochain mot-clé, les universités. À partir du XIIIe siècle, 1200, Elio, à partir de 1300, il y a la naissance et l'affirmation aussi des premières universités. D'accord? Ok, les universités, avant qu'il y ait des lieux d'apprentissage qu'on appelle des lieux d'études, qui rappelle les universités, vous savez, il y avait déjà les écoles cathédrales. Qu'est-ce qu'ils étudiaient dans les écoles cathédrales? On va voir qui se souvient. Quelles étaient les matières? Oui. La théologie, très bien, on l'étudie toujours. Puis, oui, la géométrie, qui fait partie de, comment s'appelle cet ensemble de matières? Aquilan? Le quadrivium, et le quadrivium et le trivium, ça s'appelle les arts libéraux. D'accord? Les arts libéraux, quadrivium, trivium, ce sont les matières qu'à l'époque de Charlemagne, on a codifiées. À cette époque, ce qu'on apprend, ce sont les contenus de cette matière. Tous ceux qui étudient apprennent ces choses. D'accord? Comme le savoir encadré, des contenus programmés. Ok, par contre, à cette époque, certaines des écoles vont s'appeler des universitas. D'où ça vient? Université. Université, quel est le nom? L'origine est facile à reconnaître. Oui. Université, ça vient de quel autre mot? Univers. Donc, ça veut dire de universitas, ça veut dire qu'ici, on apprend tout ce qu'il y a dans l'univers. On n'apprend pas seulement les arts libéraux.
On apprend tout ce qu'on peut apprendre. On essaie de connaître tout ce qui est connaissable. On essaie d'explorer de plus en plus la réalité universelle. D'accord? Comprenez-vous le pas en avant qu'on fait, disons, le développement, l'évolution de la conception. D'accord? Donc ici, toutes les matières. Et les premières universités, plus qu'être des lieux, ce sont vraiment des communautés. Où, bien sûr, il y a des professeurs, et c'est à cette époque qu'il vient le mot professeur, professer, des gens qui ont une idée, et qui la professent, qui la disent, et puis on doit la discuter pour que ça devienne un savoir. C'est de là que vient professeur. Puis il y a les étudiants, mais qui aux autres aussi ont leurs choses à dire, qui discutent, qui font de la dialectique, qui affichent à la porte de la salle où ils se trouvent à côté de la cathédrale le thème qu'ils vont débattre dans 2 jours, de sorte que les autres se préparent dans les questions. Donc, un système, un lieu, un système tous d'exploration. D'accord? C'est dans les universités qui se développera aussi la méthode scientifique. D'accord? Une méthode de savoir plus solide, basée sur les raisonnements et comprouvée et validée par l'expérience. Non? Ok, quelles sont les universités les plus anciennes? Alors, je vais en nommer quelques-unes et se disputent les universités les unes et les autres le titre d'être la première, mais on va dire que c'était à Paris la Sorbonne, l'université Sorbonne de Paris, qui existe toujours, l'université d'Oxford, dont on voit ici la photo publiée dans leur page web de l'université d'Oxford. Maintenant, vous êtes capable de reconnaître le style architectural de ce campus. C'est du gothique, d'accord? Parce que c'était les écoles cathédrales, parce que les premières universités étaient dans des lieux, dans des édifices gothiques. Et encore, aujourd'hui, si vous allez au campus le plus ancien, le campus central de l'université McGill, vous allez voir que les édifices s'inspirent aussi du gothique. Ont été faites dans la première moitié du XXe siècle. Alors que j'ai dit Sorbonne à Paris, Oxford, je vais ajouter Bologne en Italie, prenez-les en note, et en Espagne, l'université de Salamanque, Salamanque, Q-U-E final, d'accord, Salamanque. Donc, les nouvelles matières qu'on apprend sont les droits canons. Et ça peut s'écrire droit et canon comme vraiment un canon qui fait boum boum, mais ici, c'est le droit que l'Église a fait et que beaucoup d'États civils suivent aussi avant de développer leur propre droit, la médecine et puis un peu toutes les matières qu'on peut connaître. Oui. C'est où l'université d'Oxford? En Angleterre. C'est l'université la plus prestigieuse, surtout pour l'anglais. Oui. C'est en quelle année qu'ils apparaissent cette université? Au XIIIe siècle. Droit canon, ça s'appelle. Droit canon. Alors, deuxième partie. Là, on a dit des belles choses, cathédrales, les universités. Maintenant, on va voir des choses dures à vivre à l'époque, des choses négatives. Alors, on va parler des inconvénients de la vie en ville. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Inconvénients de la vie en ville. Mot-clé, les murailles. Ok. À l'époque, il était inconcevable une ville sans murailles. L'ennemi arrive et s'empare très facilement. Mais le problème, c'est que les villes s'agrandissent de plus en plus de population. Et donc, il faut construire une nouvelle enceinte muraire. Mais ça prend des années. Ici, on voit une ville qui, comme vous voyez, a 3 enceintes muraires. Il y a un château au milieu, puis une autre... une muraille et puis une autre muraille extérieure. Voyez-vous? Ça s'appelle Gradara, cette ville, ce village magnifique. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Que
Donc, à l'intérieur de l'enceinte muraire, il y a une surpopulation. Non, il n'y a pas de plan régulateur. Ce n'est pas comme les Romains qui, quand ils fondaient une ville, ils traçaient les découmagni et l'autre, toutes les rues parallèles et perpendiculaires. Et puis on disait ici on construit, ici on ne construit pas, d'accord, ici on fait le forum. Dans un bourg médiéval, on construit là où il y a de la place. Ici il y a ma maison, ici il y a une place, je construis. Ici, avant c'était un jardin, je construis, puis mon enfant va se marier, on va faire une autre pièce en haut, et puis une autre pièce en haut, jusqu'à temps que ça tombe, et alors il faudra tout refaire. D'accord? Donc, ce sont des bourgs plutôt chaotiques. D'accord? La population augmente de plus en plus. Et la nuit, on ne peut pas sortir à cause des crimes, des cambrioleurs, même des meurtres. On utilise encore beaucoup de bois dans la construction. Les gens se réchauffent dans les foyers l'hiver. Et donc, quel est le risque? Quel est l'événement? Oui, les feux, les incendies. Et c'est de cette époque qui vient une expression qui est devenue familière pour nous, malheureusement. Couvre-feu, le couvre-feu. D'accord? C'est de cette époque que le seigneur de la ville a intimé aux gens, à cause de tous les risques, de rentrer à la maison et de couvrir le feu, d'accord, la braise qui restait du feu, d'accord, les morceaux de bois encore allumés, avec les cendres pour l'éteindre, pour que lors de rester à la maison, ne pas laisser des feux sans contrôle, sans observation, parce que c'est un risque extrême d'incendie. D'accord? Prochain mot-clé, le manque d'hygiène. Ok, ces conditions de vie amènent un manque d'hygiène. Les villes médiévales n'ont pas les services que les Romains faisaient. Quels étaient les grands services que les Romains faisaient pour une ville? Oui. Les égouts et l'aqueduc. Dans les villes à cette époque, les gens jettent tout ce qu'ils ont jeté. Ils ne produisaient pas autant d'ordures, de déchets que nous produisons aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup moins. Mais les os, par exemple, la viande, c'est difficile à manger. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On jette ça par terre, on jette ça dans la rue. Qui va nettoyer? Oh non, il n'y a pas le service des nettoyeurs. Ce sont les animaux, les chiens, les cochons. D'accord? Et les villes n'ont pas de système d'égout. Donc, dans les villes, au milieu de la rue, il y a toujours un écoulement maléodorant. Il faut faire attention de ne pas y tomber dedans. Hein. Et puis, d'accord, et l'eau. Les villes sont à côté des rivières, mais ils vont prendre de l'eau ou les déchets, d'accord, ou les liquides d'évacuation vont aussi. Donc, on a une eau plutôt polluée. Vous mettez tout ceci, au fil du temps, se sont créées des conditions de manque d'hygiène assez graves. D'accord? Quelle est la conséquence du manque d'hygiène? Oui, les maladies. Et on va terminer en parlant des deux terribles maladies qui étaient un réel fléau pour tous les siècles du Moyen-Âge et, je dirais aussi, de l'époque moderne. La première, c'était la peste noire, mais aussi la peste bubonique. La première des vagues de peste arrive en Europe en 1347-1348. D'accord? Et ça fait des millions de morts. La première vague, il sont arrivés d'autres. D'accord? Il y avait des vagues de peste à chaque 10, 15, 20, 30 ans. D'accord? Ok. La peste bubonique, par exemple, que vous voyez ici, boubon, peste bubonique. Qu'est-ce que le boubon? Le boubon, c'est une sorte de bulle qui se fait entre la peau et le muscle, dans un bras ou dans n'importe quel, et les os.
d'accord, qui sont les foyers de cette infection. Et normalement, les gens se rendaient compte d'être infectés parce que quand ils dormaient la nuit, ils sentaient une douleur dans une partie du corps, comme si quelqu'un pressait fort avec un doigt. C'était là où s'était formé le bourbon. D'accord? La peste, aujourd'hui, nous le savons, s'est propagée à travers les rats, les pousses des rats, mais puis ça devenait aussi infective entre humains. Okay? Et la peste, c'est une maladie qui ne durait pas trop longtemps. Elle pouvait être fulminante, durait même pas 24 heures et tu t'en allais. Normalement, c'était 5-6 jours, une semaine, maximum 10 jours. Au bout de 7 ans, ou tu étais mort, ou tu étais guéri. Si tu étais guéri, tu étais immunisé. D'accord? Et donc, ceux qui étaient guéris, avec ceux qui étaient dans les prisons, qu'on faisait sortir les employés pour aller sortir les cadavres, les mettre sur les chariots, défoncer les portes où des maisons où toute la famille était morte, et les morts qui étaient dedans sentaient terriblement. D'accord? On allait prendre les forçats, comme on les appelait, d'accord, ceux qui étaient condamnés à la prison à vie ou qui étaient condamnés, attendaient d'être condamnés, d'être exécutés. On leur disait, ok, tu fais ce travail, si tu arrives à survivre, tu seras libre. Et mais la peste frappait plus les jeunes que les vieilles générations, d'accord? Pourquoi? Parce que puisqu'il y avait plusieurs vagues de peste, supposons que quelqu'un à mon âge, 58 ans, dans sa vie, il avait vécu, s'il était arrivé à mon âge, d'accord, qu'il avait vécu par exemple 3 vagues de peste. S'il avait survécu, probablement, il était immunisé. Et donc, les nouvelles vagues qui arrivaient, il était plus fort. Mais les jeunes, par contre, ceux qui étaient nés d'entre une peste et l'autre, n'avaient pas cette immunisation. Donc, ils étaient les premières victimes de cette situation. Et les historiens disent que quand même, la peste ne durait pas longtemps, elle durait seulement quelques mois. Et avait une très haute mortalité. 10, 15, 20, 30% de la population. D'accord? C'est-à-dire que 30% des habitants d'une ville frappée par la peste pourraient décéder. D'accord? Puis il y avait tous les déséquilibres, les bouleversements de la société. Vous voyez ce que nous sommes en train de vivre, une pandémie, et comment la vie de la société est complètement bouleversée. On ne peut pas voyager, on ne peut pas recevoir nos amis, vous ne pouvez pas aller faire un câlin à votre grand-père, votre grand-mère. D'accord? Complètement bouleversé, non? Imaginez la peste. La peste. La Covid, vous savez, je suis allé vraiment faire un calcul, aller regarder les données. Vous savez quelle mortalité ça a eu au Québec depuis l'origine, depuis le début? Quel pourcentage de la population est décédée? Rifat, 3%. Qui dit plus, qui dit moins? Bien, oui. Moins. Combien? Oui, Myriam, combien? Moins de 1%. Je l'ai calculé, ça fait 0,13%. C'est mort. D'accord? C'est-à-dire que ce sont 13 personnes sur 10 000 habitants. D'accord? Or, sur 8 millions qu'on est Québec, ça fait beaucoup. D'accord? Puis, il y a, probablement, si on l'avait laissé courir, que le virus aurait fait peut-être 5 fois plus, 10 fois plus, 3 fois plus, qui le sait. D'accord? Et c'est sûr que et puis ceux qui sont tombés malades, qui étaient en ventilateur, ils l'ont paient avec les conséquences pendant longtemps, d'accord? Mais si au XIVe siècle, il y avait une épidémie comme la Covid, je ne se serait même pas rendu compte. D'accord? Par rapport à cette épidémie qui font 20-25% de la population des morts, l'épidémie qui te fait 1%, ne s'est rendu même pas compte. D'accord? Il dit, ok. De toute façon, les gens tombaient malades plus facilement et de toute façon, il y avait une mortalité, disons, normale, naturelle
beaucoup plus forte d'aujourd'hui. Comprenez-vous? Alors, question sur la peste. L'autre grande maladie qui terrorisait les gens du Moyen-Âge, c'était la lèpre. D'accord? Or, la lèpre ne te tue pas. Si tu te tues après des dizaines d'années. Normalement, les malades de lèpre mouraient d'autres maladies, des pneumonies ou même des VIH ou d'une autre infection ou des faim peut-être. D'accord? Mais normalement, la lèpre. La lèpre, c'est une maladie extrêmement lente, mais dont les effets sont terribles. La lèpre, ce sont des bactéries mangeuses de la chair humaine. Ça mange, ça désintègre les parties du corps. D'accord? Ça commence avec comme une forme d'eczéma, des croûtes sur la peau, et puis les organes, les parties du corps vraiment régressent. Les doigts régressent, disparaissent, se désintègrent lentement, tranquillement, mais pas vite, mais les doigts deviennent plus courts. Et puis, ça défigure le visage, d'accord? Un malade de lèpre, lui, il va se faire désintégrer les oreilles, le nez, les lèvres, d'accord? Et ça rend aussi aveugle au fil du temps. Mais un malade de lèpre pouvait vivre longtemps. Physiquement, il était vivant, mais pour la société, il était mort. C'était comme une sorte de mort vivant, un fantôme. Pourquoi? Parce que les malades de lèpre, qui pouvaient infecter les autres, d'accord, étaient éloignés, isolés. Ils devaient s'en aller de leur maison, de leur village, pour aller vivre à des refuges qui se trouvaient au milieu de la campagne, d'accord, où ils vivaient tous ensemble. Et là, ceux qui étaient encore en mesure travaillaient un peu, d'accord, mais beaucoup d'entre eux n'étaient plus en mesure de travailler. Et donc, ces gens-là vivaient de la charité des gens de leur famille qui vivaient en ville, dans les bourgs, dans les villages, qui allaient leur amener de la nourriture, d'accord, mais ils se gardaient toujours loin. Donc, ils étaient vivants, mais ils étaient morts, d'accord. Vraiment, les enfants prenaient possession des propriétés des parents qui étaient exclus, d'accord. Et donc, ils vivaient plus ou moins comme ça. Mais, quelquefois, pour plusieurs raisons, il arrivait qu'ils n'avaient pas assez de la nourriture. Je ne sais pas, il y avait une famine, par exemple, ou il y avait une guerre, ou tout simplement on les avait oubliés, ou tout simplement ceux qui leur amenaient à manger étaient morts, d'accord? Ou il y avait une épidémie, parce que les lépreux n'étaient pas touchés par la peste, ils étaient complètement isolés des autres, non? Or, alors qu'est-ce qu'ils faisaient les lépreux, affamés, qui essayaient de survivre? Ils se couvraient avec un drap, parce que c'était vraiment terrifiant de les voir. Ils avaient des sonnettes qui sonnaient à chaque pas qu'ils faisaient pour alerter les gens qu'ils approchaient, de sorte qu'ils se gardaient tous à distance. Et les gens comprenaient qu'il y avait un lépreux qui avait faim. Alors, au milieu de la rue, sur un muret, on laissait un contenant avec la nourriture, et le lépreux le prenait et retournait à son refuge. C'était comme une sorte vraiment de fantôme. Et dans la mentalité du Moyen-Âge, la peste était vue de plusieurs façons, évidemment. La peste, toutes les maladies, mais la lèpre en particulier, était vue comme une punition divine, une malédiction, d'accord, par certains. Mais pour d'autres, par contre, les lépreux, c'était une occasion de vivre la charité, d'accord. Il y avait des gens qui s'occupaient des lépreux, on ne pouvait pas les soigner parce qu'aujourd'hui, la lèpre, ça se soigne facilement. Mais à l'époque, on ne pouvait pas les soigner. Mais il y avait des gens qui s'approchaient, il y avait des gens qui leur amenaient à manger. Et le geste de plus grande charité qu'on concevait au Moyen-Âge, c'était de faire un câlin et même d'embrasser un malade de lèpre. Un acte, c'est-à-dire un acte de tendresse
pour quelqu'un complètement défiguré, éloigné de la société, d'accord, au risque de s'infecter. C'était vraiment vu comme l'acte le plus grand, le plus significatif des charités chrétiennes.